Voilà, on va essayer de rattraper un petit peu le temps, mais c'était quand même extrêmement émouvant pour moi que ces journées soient présentées par Adrien, que j'ai connu nouveau-né quand même. Quel parcours, quel chemin, c'est vraiment... voilà, il n'y a pas beaucoup de mots. Donc, je suis extrêmement contente d'être là. Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vus. On a tous pris des rides. Les enfants ont grandi, surtout les ados. Donc c'est très intéressant. Et je vais essayer... On me demande de façon rituelle de faire le syndrome charge. Aujourd'hui, c'est le premier topo sur le syndrome charge. J'allais dire les définitions classiques pour les nouveaux parents, les nouveaux professionnels. Mais c'est vrai que ce coup-ci, j'ai aussi un peu envie de vous dire ce que c'est le syndrome charge pour moi après 25 ans d'expérience. Alors, on fait comme ça. Voilà. Et je me suis permis aussi, en diapo d'intro, de mettre Léo, qui malheureusement n'est pas là parce que son grand-père est très malade, on pense à lui, et qui est venu au mois de juin m'offrir en cadeau à Necker son diplôme du bac encadré. Et je peux vous dire que c'est le plus beau tableau qui est dans mon bureau. Donc bravo Léo et merci pour tout ce chemin aussi. Alors, on ne voit pas en bas parce que le bandeau cache un peu une partie des diapos. Mais je suis très contente aussi que Tim soit là parce que mon implication, mon investissement pour l'enfant charge, j'ai eu un choc en arrivant à Orlando à une des conférences de la Fondation américaine. Et je crois qu'on leur doit beaucoup parce que cette communauté, cette participation, cette collaboration parents-professionnels, elle est très anglo-saxonne. C'était pas notre culture. Nous, ça fait 25 ans qu'on fait ça avec Madame Benbrick qui est là, enfin les plus anciens d'entre vous. Et je crois que c'est quelque chose qui a été très, très initiateur pour les maladies rares. Donc merci aussi et bravo à tous d'avoir tenu ça depuis toutes ces années, parce que j'ai été extrêmement frappée d'abord de l'intérêt pour les professionnels de voir beaucoup d'enfants en charge ensemble, parce qu'on a l'impression qu'on est là et qu'on vous rend service, mais pas du tout, c'est un service win-win, première chose. Et deuxième chose, de la qualité des connaissances des parents qui était assez incroyable. Ils en connaissaient beaucoup, beaucoup plus que beaucoup de médecins même formés. Donc ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Voilà, alors revenons-en quand même aux charges. Ok, donc le charge aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de classique et qu'est-ce qui est un tout petit peu nouveau? Donc, toutes ces années d'expérience, elles sont très importantes pour la prise en charge, pour la prise en soin. Sur le plan du diagnostic, on n'a pas énormément avancé dans la mesure où ça reste un diagnostic clinique, le syndrome charge. Pourquoi ça reste un diagnostic clinique? Parce que même s'il y a 10 ans, il y a eu identification d'un gène, ce gène, il est muté que dans à peu près 85% des cas, ce qui est beaucoup, mais pas tout. Et ce qui a été intéressant dans cette découverte génétique, c'est que, Marine vous en reparlera probablement, c'est que vous avez des enfants charge cliniques qui n'ont pas de mutation dans le gène CHD7, et à l'inverse, vous avez des gens qui sont mutés dans le gène CHD7 et qui n'ont pas de syndrome charge. Donc ça a posé la question des frontières entre un diagnostic clinique et un diagnostic génétique. Alors, certes, l'acronyme, il est commode, tout le monde le connaît, ok, il veut dire colobome, cardiopathie, atrésie de Cohen, retard de croissance, anomalie génitale, oreille, mais aujourd'hui, il a des limites. Il a des limites d'abord parce qu'il est insuffisant en termes de complexité de la pathologie, il est insuffisant parce qu'il ne décrit pas bien l'enfant, il est insuffisant parce qu'il ne donne pas, si on s'y limite, de pistes pour le prénatal, qui est quand même une question importante. Et surtout, il ne décrit pas du tout les problématiques des enfants qu'on a pu partager et vivre. Néanmoins, pour les nouveaux, c'est quand même important que vous sachiez pourquoi est-ce qu'on appelle ça charge et pourquoi est-ce qu'on garde ce mot, parce que la mémoire de l'histoire, elle est quand même importante, puisque c'est un ORL qui a maintenant 30 ans. C'est dit, c'est bizarre. Quand je vois des enfants qui naissent avec des atrésies des Cohen, donc le nez bouché, la partie osseuse bouchée, soit ils n'ont rien, soit ils ont plein de choses, et ce plein de choses, ils se ressemblent un peu dans leur plein de choses. Donc il a décrit ça en 79. Et puis ensuite, il y en a un autre qui a repris ça et qui s'est dit qu'effectivement, il y avait cette association, puisqu'à l'époque, on ne disait pas syndrome, on dit syndrome quand il y a une cause identifiée commune aux choses. Mais
au début, c'était une association de choses qui, effectivement, associait des enfants qui avaient des colobomes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un colobome? Colobome, ça veut dire fente en je sais pas quoi, dans le grec, je crois. Et donc, oculaire, parce que ça peut être au niveau de la rétine, c'est-à-dire que l'écran qui est au fond de nos yeux n'est pas terminé, et en fonction à la fois de la taille et de la localisation de ce défaut de tissu rétinien, les conséquences sur la vision sont extrêmement différentes. Ça peut être simplement un problème de champ visuel. Souvent d'ailleurs, c'est des enfants qui ne voient pas bien en haut, ce qui fait qu'ils lèvent la tête comme ça parce qu'ils ont comme si c'était masqué, comme s'ils avaient une grande visière, donc ils sont obligés de faire comme ça pour regarder. C'est le colobome le plus fréquent. Mais est-ce que si la macula, qui est la région qui fait la netteté, est atteinte, ils ont des problèmes de netteté, mais ils ont une bonne vision périphérique. Du coup, on les voit qui balayent comme ça. Enfin, plein d'éléments qui sont intéressants d'un point de vue fonctionnel. Ça, c'est pour le C. Pour le HART, il y a des tas de sigles pour les anomalies cardiaques, CIV, CIA, canal artériel persistant, peu importe. Ce sont des cardiopathies, pour la majorité là encore, qui sont des cardiopathies réparables, comme disent les chirurgiens cardiaques. Il y a les cœurs guéris et les cœurs palliés, c'est leur façon de s'exprimer. Donc les cardiopathies du charge, en général, font des cœurs guéris. Ils arrivent à les réparer suffisamment pour que ce soit plus un problème, sauf quand c'est pas le cas, mais la majorité sont des cœurs guéris. A pour atrésie de Cohen, alors effectivement, c'était le signe initial parce que les enfants naissent avec une incapacité à respirer par le nez correctement. Vous savez qu'un nouveau-né, ça ne respire que par le nez. Autrement dit, quand ils ont le nez bouché, ils étouffent et donc ils hurlent pour respirer par la bouche. Et puis quand ils arrêtent de hurler, ils étouffent parce qu'un bébé, ça ne sait pas respirer par le nez avant 1 mois et demi de vie à peu près. Donc c'est un diagnostic qui est immédiat quand c'est les deux côtés et qui est quand même assez clair quand c'est un seul côté parce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir les narines bien ouvertes pour pouvoir respirer. Et ça aussi, ça s'opère avec des difficultés parce que comme c'est très petit, ça se rétrécit à nouveau. Enfin, c'est pas évident comme chirurgie du tout, mais ça s'opère. Le R pour retard de croissance, donc ce sont des sujets qui ont 2 couloirs de taille de moins que leur famille. Ça, c'est intrinsèque au syndrome, sans parler des difficultés alimentaires qui peuvent avoir un retentissement sur la croissance et sans parler du retard pubertaire qui a un retentissement sur la croissance aussi. Mais exclu les problèmes nutritionnels et les problèmes hormonaux, ils sont plus petits que leurs frères et sœurs de la même famille. G pour anomalie génitale qui se voit quasiment exclusivement chez le garçon bébé, puisque petite tésicule, petite verge, et ensuite retard pubertaire. Chez les filles, il n'y a pas de signe clinique chez un bébé-fille. Et E pour oreille, donc à la fois la forme et la surdité qui est extrêmement variable d'un enfant à l'autre. Donc c'est Kim Blade, qui est une pédiatre canadienne qui a consacré sa vie aussi, comme Tim, à ce syndrome quasiment. Elle a fait plein d'autres choses, mais en tout cas, elle a beaucoup. Qui, dans les années 90, a publié le premier article avec une grosse série d'enfants et a commencé à décrire un peu, pas simplement l'acronyme, mais ce qui allait bien avec. Donc, je lui rends hommage. Ensuite, on a décrit, et c'est vrai, pas mal d'équipes françaises quand même, il faut le dire, parce que souvent on n'est pas très bon en recherche par rapport aux Américains, mais là on a fait des choses réelles. On a décrit 4 autres symptômes, 4 autres signes qui sont absolument majeurs dans le syndrome. Je vous le fais dans l'ordre chronologique de l'histoire. Les anomalies vestibulaires qui sont très, très importantes, et Marine vous en parlera, donc je ne détaille pas. La morphologie faciale, qui est très particulière aussi et qui permet le caractère asymétrique, le cou court. Enfin, c'est vrai que même si chacun ressemble à ses parents et à ce qu'il est, ils ont une petite aire de famille là, qui est une façon pour les pédiatres d'évoquer le diagnostic chez les enfants petits. Et puis surtout, et c'est pour ça que les néonatologistes et les pédiatres connaissent quand même, enfin doivent connaître, c'est-à-dire que ces enfants ont pour une grande part d'entre eux des anomalies des nerfs crâniens, qui sont les nerfs qui viennent de la partie basse du cerveau, qui s'appelle le tronc cérébral, et qui innervent tout le visage, la langue, le pharynx, le larynx, l'ésophage, tout ce qu'on appelle le carrefour aérodigestif. Et du coup, étonnamment,
donné que ces nerfs crâniens dysfonctionnent ou sont mal coordonnés les uns avec les autres, parce que ce sont des nerfs qui sont installés un petit peu comme des tranches de saucisson les uns en dessous des autres, et qui ont chacun une activité et qui ont des interneurones au niveau du cerveau qui fait qu'ils travaillent de façon coordonnée. Donc ça dysfonctionne sérieusement, et donc ce sont des bébés qui ont du mal à respirer, avaler, téter, etc. Et c'est un mode d'entrée assez, j'allais dire, bruyant dans la pathologie pour ceux qui l'ont. Et puis le quatrième, qui est sous la barre noire, mais que je n'oublie pas, qui est l'atteinte du rhinencéphale. Alors, qu'est-ce que c'est que le rhinencéphale ? Le rhinencéphale, c'est la partie de notre cerveau qui est la plus antérieure, sur le plan du développement, qui est juste là sous le nez, parce que le cerveau, au cours du développement, il s'enroule comme ça. Et cette atteinte, elle est une atteinte qui est à la fois d'une région qui est commune entre des sécrétions hormonales qui vont aller stimuler l'hypophyse, qui va stimuler les organes génitaux périphériques, ça s'appelle l'hypothalamus, une région de l'hypothalamus, et les régions de l'olfaction. Et c'est cette région commune qui explique le fait qu'ils aient à la fois des hyposmies ou des anosmies et le retard pubertaire. Le retard pubertaire, il est lié à une anomalie hormonale la plus en amont de toute la chaîne hormonale qui va de l'hypothalamus à l'hypophyse et aux organes périphériques. Donc ça, c'est un truc qui est très, très important parce que ça a permis d'abord de comprendre les retards pubertaires sans s'énerver à se demander pourquoi est-ce qu'ils avaient... Voilà, ça a permis également de pouvoir faire un diagnostic très tôt, parce que à l'IRM, ça se voit bien, cette atteinte de régions et des bulbes et des tractus olfactifs. Donc, une fois qu'on a fait à la fois l'acronyme plus ces 4 choses, on s'est dit finalement, comment est-ce qu'on peut continuer à faire un diagnostic clinique, puisque la génétique nous aide, mais pas complètement. Et donc, l'association à la fois de Kim Blake, une fois encore, et puis d'autres personnes, se sont dit, bon, pour les docteurs, il faut qu'il y ait des critères majeurs. Donc, on a dit, c'était mémotechnique, les 5 C, puisque le dernier C, c'est la génétique, c'est le CHD7. Donc, les 5 C, ce sont les critères majeurs. Alors, ça veut dire qu'ils sont fréquents, mais ils sont surtout très caractéristiques. C'est-à-dire que quand on est généticien ou pédiatre du développement, on voit des enfants qui ont dit trucs, 1 truc, 2 trucs, 3 trucs. Et nous, notre idée, c'est de se dire, mais est-ce que ces 3 trucs, 4 trucs, est-ce qu'ils ont une cause commune, en fait, Donc, est-ce que, quand on voit un enfant qui a quelque chose qui peut évoquer un charge, est-ce qu'il a ça ou est-ce qu'il n'a pas ça ? C'est un petit peu notre mécanisme de pensée, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a posé un diagnostic, d'abord, on connaît quand même beaucoup mieux les choses, les possibilités, et puis ensuite, on aide les enfants et les parents beaucoup mieux. Donc, ces critères ont été définis comme majeur parce que non seulement fréquent mais très caractéristique. Critère mineur, alors c'est pas du tout mineur d'avoir une cardiopathie congénitale ou un trouble du développement, donc le mineur n'est pas au sens de la gravité, mais mineur au sens de la non-spécificité du charge, parce que dans beaucoup d'anomalies génétiques, vous avez des difficultés de développement, des cardiopathies, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont été classés comme tels. Et puis ce qu'ils ont appelé les critères occasionnels, parce qu'ils sont rares, mais ils sont possibles. Donc voilà comment ça a été un petit peu défini, et je le rappelle maintenant, parce que c'est pas évident pour s'y retrouver. Moi, je trouve que finalement, l'acronyme plus les 4 trucs que je vous ai décrits reste classique, j'allais dire pour les parents, pour les non-médecins, c'est probablement aussi simple de rester à charge vota, comme j'ai appelé, pour les 4 autres critères les plus importants à mon sens. Mais alors ça, oui, je passe vite, c'est pour voir un petit peu quelle est la fréquence, en fait, de tous ces symptômes, parce que vous voyez que chaque enfant peut avoir, oui ou non, la lésion, et la lésion plus ou moins grave. Donc, quelle est la fréquence dans le monde de chaque lésion dans un groupe d'enfants donné ? Donc, les gens ont publié chacun leur groupe. Et puis, tout récemment, il y a un monsieur qui s'appelle Thomas, qui est un Anglais, là aussi, les références sont sous la bande, qui s'est dit, je vais faire une méta-analyse. Il a repris toutes les publications sur les enfants, sur les sujets charges, enfants et adultes, et il a, alors du coup, ça faisait des milliers de personnes, et donc il a poolé toutes les fréquences. Donc je crois que maintenant, il faut s'arrêter de chercher les fréquences, parce que lui, il a fait ça sur des tels chiffres que ça suffit. Donc c'est les points rouges, et
vous voyez qu'on est entre 50 et 95%, ce qui fait que c'est quand même assez variable d'un enfant et d'un sujet à l'autre. Voilà, il l'a fait pour les anomalies organiques, mais il l'a fait aussi, ce qui était plus intéressant, je trouve, pour la suite du topo et des journées, sur leur comportement, leur capacité intellectuelle, leur pathologie psychiatrique éventuelle, qui sont finalement, au final du final, après 25 ans d'expérience, ce qui est presque le plus important. Voilà. Alors, une fois le diagnostic médical fait, les choses importantes pour la compréhension des enfants, je regarde ma montre pour pas aller, c'est de voir cette histoire, j'allais dire, plutôt par phase de vie, parce que je trouve que c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que les parents le vivent, et avec le recul du temps, je voudrais transmettre quelques messages pour éviter les écueils, en fait, de ne voir que la période dans laquelle on est, et pas être trop la tête dans le guidon, pour essayer d'anticiper un peu les difficultés que maintenant on connaît depuis que, justement, on a 30 ans de recul, 40 ans pour les plus âgés de vos enfants. Parce que la période néonatale, ok, on est très marqué par, pour ceux que ça concerne évidemment, mais la majorité, des parcours de néonates, de chirurgie, de carrefour aérodigestif qui ne marche pas, de succion qui ne va pas bien, donc c'est très technique. Il y a des nutritions entérales, il y a des aspirations, il y a des ventilations, il y a des trachéotomies, tout ça, on est dans la technique. C'est un choc monstrueux parce que c'est pas le bébé qu'on attendait. De plus en plus maintenant, le prénatal soit fait le diagnostic, soit suspecte quelque chose, mais enfin ça reste quand même un choc. Sous le temps que nous, quand on pense au diagnostic, on dit aux parents, voilà, on essaie de pas être, enfin, c'est affreux comme moment, mais nous on sait qu'il peut y avoir autre chose. Et on dit, on va faire le tour pour voir si par hasard il n'y a pas, alors qu'on sait très bien qu'il y a. Et on fait une liste de trucs et on envoie l'enfant faire un examen, deuxième, un troisième et quatrième. Et quand il remonte de l'examen, bingo, il y a la lésion. Et donc ça, c'est hyper dur comme moment pour ceux qui l'ont vécu. Voilà. Donc, plus les séparations mère-bébé s'il faut. Donc, je crois que de notre part à nous, il faut absolument qu'on retienne la violence extrême de cette période qu'il faut qu'on essaie d'atténuer le plus possible. Et là encore, c'est sur le bandeau, c'est un peu gênant quand même sur le plan technique, mais je comprends qu'il faille, pour les gens qui entendent pas bien lire, faire attention à déjà s'occuper de la suite, en fait. C'est un petit peu ça le message. Pareil pour la petite enfance. En général, la petite enfance, je dis en général, parce que vous allez me dire oui, mais moi, non. Bon, j'essaye. Vous savez que le spectre, même si il y a des caractéristiques communes, il est extrêmement large en termes d'atteinte, en termes de devenir. Donc, ce que je vous dis ne concerne évidemment pas tout le monde, mais en moyenne, et c'est les 3 idées que je voulais vous donner après ces années d'expérience, c'est que la petite enfance, en général, les problèmes vitaux sont réglés, chirurgicaux graves sont réglés, la technique est un peu plus loin. Et là, on précise les troubles sensoriels essentiellement, avec souvent, quelquefois, qui est plutôt un peu une lune de miel morale, parce que l'ophtalmo a dit il a une micro-ophtalmie, il a un colobome étendu, il voit rien, et puis finalement, c'est pas vrai, la vision fonctionnelle des enfants est meilleure que celle que l'ophtalmo avait bien voulu dire. L'ORL, comme il y a une partie d'otite séromuqueuse avec les glouglous, les otites, les machins, quand ils grandissent, ça sèche un peu, donc ils entendent plutôt mieux que ce qu'on avait dit au départ, donc c'est plutôt un moment qui est pas trop mauvais en termes de vécu. Mais ils sont très embêtés par les troubles vestibulaires. Donc ça, c'est vraiment les étapes de verticalisation avec le fait d'être gêné par le fil à plomb, etc. Marine vous en reparlera. Donc c'est la période de l'acquisition de la marche, j'allais dire, et de tout ce qui va les gêner dans leur acquisition à cause du trouble vestibulaire, avec des enfants qui sont, pour beaucoup, pour la plupart, plutôt gais, sympas. C'est un moment un peu plus léger, j'allais dire. Mais attention, la vivacité, l'agitation, là encore, avec le recul, maintenant, je pense qu'il faut qu'on y fasse peut-être un peu plus attention que ce qu'on faisait avant. Avant, on les stimulait beaucoup, on disait il voit mal, il entend mal, il sent mal, donc on va y aller, allez, on bombarde, et peut-être est-ce un peu trop, et que tout ce qu'ils ont à intégrer, à coordonner, peut-être doit être fait avec un tout petit peu plus
j'allais dire, de raison pour que ça s'organise dans le bon sens et que ce ne soit pas trop, j'allais dire, un peu un feu d'artifice à l'intérieur, mais peut-être un tsunami aussi. Le moment aussi de l'acquisition de la communication, puisque en fonction de leur niveau de déficit à la fois intellectuel et auditif, ça va être du langage oral, gestuel, etc. C'est vraiment le moment de trouver le bon moyen et de mettre tous les moyens, parce que là, pour le coup, ils peuvent être coordonnés, hein, et on peut faire du geste, de la parole, du corporel, du tout ce qu'on veut, hein, pour rentrer en communication et ne pas les laisser filer pour ceux qui en ont le terrain vers un autocentrage et un risque de trouble du spectre de l'autisme. Pareil pour l'enfance, la préadolescence. Là, c'est les années d'apprentissage. Et c'est vrai que c'est les années primaires, c'est les années de latence, hein, sur le plan psychologique. Et donc, les enfants sont assez, j'allais dire, adaptables. Et là encore, attention au rythme. C'est-à-dire, OK, 30% d'entre eux n'ont pas de déficit intellectuel. Ceux-là, ils ont quand même des grosses difficultés. C'est pas parce qu'on a une intelligence préservée qu'on n'a pas de difficultés de développement. Ils ont tous des difficultés de développement, notamment dans le rythme. Et donc, trouver la bonne structure, trouver le bon rythme, y aller doucement, s'adapter à chacun, pas être tout dans « je veux qu'il réussisse, je veux qu'il réussisse, je veux qu'il réussisse ». C'est un peu le défaut. Donc, attention, parce que c'est à ce moment-là, dans une période qui est relativement stable par rapport à la suivante, hein, qu'il ne faut pas y aller trop fort, j'allais dire. Pour ne pas tout axer sur les apprentissages, s'occuper du bien-être de l'enfant, continuer la psychomotricité, il reste 1 minute, c'est juste l'horreur. Donc, j'accélère pour vous dire que dans la phase d'après, qui est la phase d'adolescence, qui est probablement la plus difficile, ce qui nous inquiète, c'est l'émergence des pathologies psychiatriques, de l'aggravation des troubles du comportement. Or, on sait que c'est vrai de toutes les pathologies comportementales et psychiatriques chez l'humain, que vous avez une génétique favorisante, vous avez des facteurs déclenchants et vous avez des facteurs de maintien. Je n'ai pas le temps de vous détailler ça, mais ça a été très bien décrit par les psychiatres qui s'occupent d'autisme. Donc la prédisposition génétique, c'est le charge. Les facteurs précipitants, ça va être les agressions, on peut dire, un petit peu de ce qu'ils ont vécu. Et les facteurs de maintien, c'est peut-être beaucoup de l'anxiété, peut-être un peu de forcing, peut-être une espèce de cercle vicieux dans lequel il faut éviter de rentrer si on peut. Et se rendre compte, et c'est ça, je terminerai là-dessus si je n'ai pas le temps de terminer les autres diapos, ce que l'on a envie de mieux comprendre, en fait, de mieux analyser, de mieux accompagner aujourd'hui, hein, c'est cette espèce d'équilibre qu'on essaie tous d'avoir, hein, avec une perception sensorielle, on dit les 5 sens, mais en fait, il y en a beaucoup plus, hein, qui fait que vous vous êtes adapté aux autres, à votre vie, par le fait que vous percevez des choses à l'intérieur, ça s'appelle l'interoception. Vous respirez, votre cœur bat, là je suis un peu ému, ça bat un peu plus vite, je le sens, d'habitude je ne le sens pas, j'ai mal aux genoux. Vous voyez, des trucs qui viennent de l'intérieur du corps, interoception. Beaucoup de la proprioception, c'est votre corps aussi, mais ce n'est pas le corps de l'intérieur au sens neurovégétatif, ce n'est pas votre glouglou dans le ventre et votre cœur qui bat, c'est le fait que là j'ai mal et que là j'ai pas mal. Ça, c'est la proprioception, donc c'est la perception du corps dans l'espace, et David Brown vous en reparlera beaucoup mieux que moi demain. Et puis l'extéroception, ce qui vient de l'extérieur. Hein. L'extérieur, ça veut dire l'essence classique, hein, je vois, j'entends, je sens, hein, mais aussi la perception de l'autre. Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est joyeux? Donc la perception des émotions. Hein, et tout ça, beaucoup de choses chez les sujets charges sont altérées. Non seulement les sens classiques, hein, ceux que j'ai mis en rouge, mais aussi la perception sensorielle, aussi probablement le vestibule, évidemment. Et si nous devenons des adultes équilibrés, là, le côté zénitude, machin, là, oui, dans toutes les gares, il y a des bouquins là-dessus, c'est lié au fait qu'on a réussi, en fait, à faire l'harmonie entre tout ça. Et que chez les sujets charges, c'est extrêmement difficile de faire l'harmonie entre tout ça. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, l'adolescence est donc le plus dur. On pourra en discuter entre vous, j'ai pas le temps, hein, parce que c'est vraiment le moment du tsunami chez n'importe quel adolescent, mais du tsunami chez l'enfant charge, parce que
C'est là où le retard hormonal va s'exprimer, c'est là où on va accélérer si jamais il a des compétences et du coup en demander trop, jusqu'à l'âge adulte, que je trouve un moment plus calme, en fait, où à nouveau il y a un certain équilibre qui est trouvé et il y a une diversité, enfin j'allais dire il y a un peu deux groupes. Il y a ceux, et c'est difficile de prévoir, je trouve, parce que c'est pas que corrélé à leur niveau intellectuel et à leur déficit sensoriel. Un peu évidemment, mais pas que. Il y a ceux qui vont émerger, trouver l'équilibre. Adrien, voilà. Il y a une stabilité, il y a une bienveillance extérieure du monde adulte qui est plus douce que celle de l'adolescence. Et puis il y a ceux qui vont pas émerger. Qui vont virer avec des troubles comportementaux et psychiatriques très sévères, des orages à l'intérieur, au lieu que ça s'apaise. Hein. Alors pourquoi ? Ça reste des questions assez ouvertes, hein, mais je crois que si on arrive à percevoir ça le plus tôt possible pour essayer d'amener ceux qui vrillent vers les troubles comportementaux et psychiatriques très sévères vers l'autre groupe, ou d'avoir des facteurs prédisposants pour les 30 ans à venir, ce sera une bonne idée. Voilà. Et puis un immense merci à tous les enfants, surtout à vous, aux parents, à tout, et puis peut-être aux Américains, parce que demain avec Sophie Noël, on tentera de vous faire part de ce que Sophie a recueilli du congrès d'Orlando de l'été dernier. Merci Adrien.